Bonjour à toutes et à tous. Quels sont les rôles et missions des CSE en matière de santé et sécurité au travail? Comment l'instance travaille-t-elle sur ces sujets et avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise? Dans cette nouvelle édition des rendez-vous de travail et sécurité, nous discuterons du comité social et économique, le CSE, et de son fonctionnement en lien avec la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Avec nous pour en parler, Thomas Nivelet, vous êtes juriste à l'INRS. Bonjour. Colette Périssé, vous êtes contrôleur de sécurité à la CARSAT de Normandie. Bonjour. Étienne Falconet, vous êtes informaticien, élu suppléant au CSE et représentant CFDT chez Renault Trucks à Vénissieux, Bonjour. dans le Rhône. En quelques mots, quelle est l'activité de Renault Trucks Vénissieux? Oui, Renault Trucks, entreprise qui emploie environ 7 800 salariés en France, a sur son site de production de Lyon 3 activités principales. L'une étant la fabrication de pièces embouties pour les cabines, l'autre étant le montage des moteurs de camions, et la troisième, un magasin de pièces détachées. Et Frédéric Perrin, vous êtes président de l'entreprise Solas et à ce titre, vous êtes également président de son CSE. Cette entreprise est située à Paisy-Codon dans l'Aube. Et en quelques mots, est-ce que vous pouvez également nous présenter votre activité? Bonjour à tous. Donc Sola, c'est une PME de 55 personnes située en région Grand Est, à côté de Troyes. Nous sommes spécialistes, tisserands et fabricants de toiles métalliques ainsi que d'autres médias filtrants que nous allons ensuite employer pour réaliser des filtres, des tamis et différents produits qui vont servir à la filtration, la granulation ou la séparation de gaz, de liquide ou de solide à destination de tout type d'industrie, de l'agroalimentaire, la chimie pétrochimie, les travaux publics, l'énergie, le nucléaire, etc. Donc on trouve vraiment des applications dans tous les domaines et plutôt orientées sur des choses qui sont du sur-mesure et des produits à la demande. Tout d'abord, Thomas Nivelet, qu'est-ce que le CSE, le comité social et économique? Comment l'instance a-t-elle été mise en place? Alors le CSE, c'est une nouvelle instance représentative du personnel issue des réformes de 2017 qui a vocation à remplacer du coup les anciennes instances qui étaient le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel. C'est une instance représentative qui a diverses missions et qui a été mis en place dans un objectif de décloisonner les discussions avec l'employeur entre les élus et leur direction, et puis d'essayer de faciliter le dialogue social. Et quelles sont les prérogatives et missions du CSE précisément en santé et sécurité au travail? Alors, les CSE ont des missions relativement générales. Il y a un socle commun de prérogatives à l'ensemble des CSE, qui sont notamment des missions en matière de promotion de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail, auxquelles vont venir se greffer d'autres missions, comme la désignation de commissions d'enquête en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles. Et puis ensuite, dans les entreprises de taille un peu plus importante, les entreprises qui vont dépasser les 49 salariés, donc les entreprises de 50 salariés et plus, il va y avoir des missions approfondies avec des attributions complémentaires, notamment en matière de consultation des élus sur des sujets importants, mais aussi, par exemple, sur la possibilité de recourir à un expert. Et de quelle formation bénéficient les élus du CSE pour l'exercice de leur mission en santé, sécurité et conditions de travail, Colette Périssé? Alors ça, c'est une nouveauté dans les CSE, c'est qu'il y a une formation pour tous les membres du CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cette formation est de 5 jours et en cas de renouvellement du mandat de CSE, il y a une actualisation des connaissances qui se fait sur une formation de 3 jours, voire 5 jours en cas de CSSCT. Et comment et à quelle fréquence l'instance se réunit-elle? Alors pour les entreprises, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et pour les entreprises donc de 11 à 49 salariés, il y a une réunion une fois par mois. Pour les entreprises qui sont de 50 à 299 salariés, c'est défini dans les accords d'entreprise, mais c'est à minima 6 fois par an, dont 4 réunions sur les conditions d'hygiène et sécurité, avec 4 visites d'inspection. Et puis pour les entreprises de plus de 300 salariés, il y a un CSSCT qui doit se réunir à minima 4 fois par an avec 4 visites.
on constate, en entendant vos réponses, que certaines règles de fonctionnement peuvent donc varier d'une entreprise à une autre en fonction de l'existence d'accords, Thomas Nivelet. Oui, c'est même d'ailleurs l'objectif de la réforme, enfin, en tout cas, c'était les objectifs annoncés à l'époque par le gouvernement, qui était de remettre l'accord d'entreprise au cœur du fonctionnement des instances représentatives. Jusqu'ici, le CHSCT, pour rester sur les instances qui traitaient de la santé et de la sécurité, avait des règles de mise en place et de fonctionnement qui étaient uniquement déterminées par le Code du travail, ce qui permettait d'avoir une uniformité des règles applicables à l'ensemble des CHSCT à l'époque. Et aujourd'hui, l'objectif est de se reposer essentiellement sur les accords d'entreprise dans un objectif de coller au plus près à la réalité de l'organisation des entreprises. Et le Code du travail n'intervient qu'en roue de secours, entre guillemets, dans deux situations, soit pour dans un premier temps, garantir à travers des dispositions d'ordre public un socle commun applicable à tous les CSE de toutes les entreprises, avec donc ces dispositions avec lesquelles on ne pourra pas déroger même par voie d'accord, hein, dans le but de garantir souvent des libertés fondamentales, notamment en matière de représentation du personnel, de dialogue, de temps d'échange. Et puis dans un deuxième temps, il intervient à titre supplétif pour combler un manque ou une carence d'un accord, soit parce que il a été impossible de trouver un compromis dans l'entreprise, soit parce que ce point a tout simplement été oublié dans l'accord. On reviendra également plus tard sur les bilans, effectivement, des CSE qui peuvent être réalisés en fin de mandat. Et pour revenir sur la CSSCT, quel est le rôle de cette commission, donc la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui doit être mise en place dans les entreprises de plus de 300 salariés, Colette Périssé? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une commission. Cette commission a reçu une délégation du CSE pour toutes les missions hygiène et sécurité. Elle prépare les dossiers pour les membres de CSE et cette commission, en fait, réalise des visites de terrain, des observations du travail, ce qui lui permet de préparer ces dossiers pour que les membres du CSE puissent ensuite donner un avis. Nous allons maintenant regarder un premier reportage. Je vous propose un premier témoignage vidéo avec l'association Kervillan en Bretagne, qui gère plusieurs établissements d'aide à des personnes souffrant de polyhandicap. On écoute Emmanuel Le Boulanger, secrétaire du CSE. L'association est structurée avec 7 établissements différents et donc nous revendiquons, les représentants du personnel, de garder cette représentativité qui a son importance au quotidien. On aurait dû, en fonction de nos effectifs, être à 12 représentants titulaires et 12 suppléants et on est allé au-delà à 14 et 14 pour garder une représentativité de chacun de nos établissements. Alors, les représentants de proximité ne sont pas forcément des élus et ils ont un rôle vraiment de traiter toutes les questions au niveau de l'établissement et du coup, ils peuvent nous interpeller sur les problématiques spécifiques. Et si leurs questions ne sont pas traitées comme ils le souhaitent au niveau de l'établissement, ils le remontent en CSE pour que ce soit traité de façon plus globale. Sur la composition des groupes, par exemple, sur le Femmes Kersioul, ils ont remonté la problématique de la répartition de la charge de travail entre les différents groupes. Il y avait une surcharge de travail pour certains et une charge physique moins importante pour d'autres. Donc ça a été l'objet d'un gros travail de rééquilibrage. Ça a constitué des groupes de travail dans lesquels le représentant de proximité était présent et les représentants du CSE et pour travailler sur ces questions-là. Alors peut-être quelques réactions, si vous le souhaitez, par rapport à ce premier reportage. Mais tout d'abord, une question à Thomas Nivelet. La secrétaire du CSE parle précisément des représentants de proximité. Quels peuvent être leurs rôles en matière de prévention des risques professionnels ? Alors les représentants de proximité, c'est une autre forme d'instance de représentation du personnel qui est complémentaire au CSE, qui, elle, n'est pas obligatoire et qui a pour vocation à se mettre en place notamment dans des entreprises à structuration un peu plus complexe, soit parce qu'elles sont multisites, soit parce qu'elles ont un effectif relativement important ou des métiers très différents. Et du coup, dans ce cadre-là, les représentants de proximité vont avoir pour objectif d'être des pivots ou des relais entre les salariés d'un côté et leurs élus au CSE d'autre part. L'objectif va être d'être un relais à la fois montant,
pour les salariés, c'est-à-dire d'avoir un interlocuteur de proximité, justement, et de pouvoir lui faire part d'un certain nombre de constatations, d'éléments, de questions, pour que ce représentant de proximité puisse, de son côté, le faire remonter directement aux élus du CSE, et puis un relais descendant dans l'idée en fait d'être cette fois-ci un point de contact pour le CSE en vue d'aider les élus dans la mise en œuvre, par exemple, d'actions de sensibilisation, d'information, et donc de faciliter finalement le travail de terrain de l'instance. Bien, merci pour ces précisions. Nous allons maintenant passer à la partie témoignage d'entreprise. Je me tourne tout d'abord vers un élu, Étienne Falconet, donc élu CSE chez Renault Trucks. Quelle organisation a-t-elle été mise en place dans votre entreprise en termes de CSE et de CSSCT? Donc pour le site de Lyon, composé de environ 4000 salariés, nous avons 27 élus titulaires et 27 suppléants. Donc ce qui correspond en fait à la loi, et nous n'avons pas obtenu plus d'élus que ce que prévoyait la loi. Nous avons 6 CSSCT, 6 différentes commissions qui ont été créées au sein du CSE et qui correspondent globalement à des activités un peu particulières de l'entreprise, pour l'usine moteur par exemple, les services tertiaires, etc. Et les élus qui font partie de la CSSCT sont à peu près au nombre de 30. Et nous avons également des représentants syndicaux qui peuvent siéger au sein des CSSCT. Donc ça, c'est au-delà effectivement du légal. Ça a été négocié en seconde partie dans un avenant de l'accord de dialogue social. Et par contre, contrairement à ce qui a été évoqué, nous n'avons pas de représentants de proximité. Par contre, l'entreprise nous fait bénéficier aux suppléants d'heures supplémentaires de délégation, 5 heures de délégation. Et nous avons également un mandat de 10 heures pour les élus à la CSSCT supplémentaire. D'accord. Est-ce que vous avez bénéficié de formations particulières ou d'aide au développement des compétences sur ces sujets? Alors tout à fait, effectivement, nous avons, comme il a été évoqué, eu droit aux 5 jours de formation, spécifiquement sur les aspects de CSSCT, pardon. Et ces formations sont vraiment indispensables parce que pendant ces 5 jours de formation, on parcourt les obligations en matière de santé et sécurité de l'établissement, de l'entreprise, et également les missions des élus CSE et plus spécifiquement CSSCT. Et donc, personnellement, vous êtes élu suppléant au CSE. Quel rôle avez-vous particulièrement? Est-ce que, par exemple, vous siégez lors des plénières ou bien est-ce que vous êtes plutôt en appui des membres titulaires sur un certain nombre de dossiers? Alors de base, le suppléant ne siège pas en instance, il ne siège uniquement en l'absence de titulaire. Mais il permet finalement de remplir un petit peu le rôle qui était évoqué par les représentants de proximité, donc d'être un relais finalement entre les élus du CSE et les salariés. Et puis il peut quand même aider à la préparation des séances plénières puisqu'il bénéficie tout de même d'un certain nombre d'heures de délégation. Quelle est l'articulation au niveau de l'entreprise des missions du CSE et des CSSCT? Puisque on a bien compris que les CSSCT étaient plutôt organisés par métier ou par groupe de métiers. Oui, alors dans les processus, on va dire classiques d'information et consultation, donc le CSE, l'instance CSE, est régulièrement consulté pour toute modification, projet qui impacte fortement l'activité de l'entreprise, l'organisation et les conditions de travail. Le CSE est donc consulté et il y a, en tout cas dans notre entreprise, quasiment systématiquement des impacts en termes de santé, sécurité, conditions de travail. Il est donc demandé aux membres de la CSSCT d'être sur le terrain pour étudier avec la direction et également avec les salariés, sous forme d'enquête de terrain, entre autres, d'étudier les impacts de tel ou tel changement. Et comme il a été effectivement évoqué, la CSSCT, suite à cette enquête, émet une préconisation d'avis, favorable ou défavorable, avec un certain nombre aussi de préconisations
pour la mise en place de cette nouveauté. Et donc, les élus, après CSE, décident de suivre ou pas l'avis de la CSCT. Et est-ce que vous avez un exemple en particulier à évoquer? Comment ça se passe quand le CSE est interrogé sur un projet ou demande un avis à la CSSCT? Et est-ce que là-dessus, on a une bonne articulation justement pratique? Alors ça dépend, mais je peux citer un exemple qui a, on va dire, plutôt bien marché. Donc tout commence par une information en séance plénière. Je pense par exemple à un projet de nouveaux produits, en tout cas dans le magasin de pièces détachées, où l'entreprise avait décidé de mettre à disposition des liquides de refroidissement. Et donc le CSE a été informé de cette nouveauté. Et puis, les élus CSE ont 1 mois pour se prononcer. Donc, pendant ce temps-là, les membres de la CSCT ont fait une enquête et ont fait des réunions également de préparation avec la direction pour évoquer un peu plus en détail et puis faire des préconisations. Il y a des visites de terrain. Et sur ce point-là particulier, ils avaient préconisé le fait de mettre des bacs de rétention pour éviter l'écoulement de ces produits qui peut être produits chimiques qui peut être potentiellement dangereux. Dans ce cas précis, la direction a accepté et a bien voulu suivre les préconisations de la CSCT et a mis en place cette préconisation, ce qui a permis qu'au final, le vote a été plutôt favorable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand effectivement ça n'est pas le cas, est-ce que parfois les élus peuvent-ils se sentir un peu découragés, etc. Vous avez une animation au niveau de l'instant justement pour se remotiver éventuellement si les avis ne sont pas suivis? C'est vrai qu'il faut se rappeler qu'on n'a qu'un avis consultatif, donc on n'a pas vraiment, on va dire, pouvoir de veto ou autre, de pouvoir empêcher en tout cas que les projets se fassent. Donc c'est vrai qu'il peut être assez frustrant de constater qu'on passe du temps à étudier les dossiers de notre mieux. On se réfère aussi à des experts. Parfois, on fait même directement appel à des expertises, donc qui sont à la fois coûteuses en temps et en argent pour l'entreprise. Et puis, ça peut être effectivement démotivant qu'aucune de nos préconisations soit prise en compte et que parfois, quand on vote contre ou défavorablement, eh bien, rien ne soit fait dans le sens de nos préconisations. Mais c'est notre mission, donc on continue tout de même parce qu'on se dit que sans notre avis, ce serait sûrement pire. Précisément par rapport au fait que l'employeur puisse ou non suivre les avis de l'instance ou qu'il refuse ou non les conclusions d'une expertise, Thomas Nivelet, quelle est la valeur juridique justement de ces décisions, de ces prises en compte de l'avis des élus ou de cette non prise en compte? Alors, peut-être déjà une réponse en 2 étapes. Première étape, ce qui va être important juridiquement, c'est de s'assurer que l'avis qui est sollicité auprès des instances le soit bien en amont du projet. C'est-à-dire que c'est pas une fois que le projet est enclenché ou en place qu'il faut solliciter l'avis, puisque dans ce cadre-là, ça peut permettre aux élus d'entamer des actions devant les tribunaux pour faire arrêter ou en tout cas mettre en stand-by un projet. Ensuite, sur l'avis de l'instance lui-même, cet avis, il est rendu à titre consultatif, il n'est donc pas contraignant. L'employeur peut tout à fait passer outre un avis rendu par les instances. En revanche, bien entendu, d'un point de vue prévention et d'un point de vue aussi qualité du dialogue social, il est important que l'employeur au moins tienne compte des avis, puisse peut-être, si ce n'est revoir totalement son projet ou l'arrêter, au moins l'amender pour tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Et puis ensuite, en cas de mise en œuvre malgré tout du projet qui pourrait avoir des conséquences néfaste en matière de santé ou de sécurité dans l'entreprise, on pourra lui reprocher d'avoir persisté dans son projet sans avoir tenu compte des éléments qui lui ont été soumis, puisque du coup, il aura été averti des potentielles conséquences délétères ou néfastes de son projet pour l'entreprise et pour les conditions de travail. Bien, merci à vous deux pour ce témoignage et ces précisions. Je me tourne maintenant vers Frédéric Perrin.
qui préside le CSE de Solas. Alors, quand est-ce que le CSE, dans sa version, on va dire, moderne, a été mis en place, hein, notamment depuis les nouvelles lois travail? De combien de personnes est-il composé? Et ensuite, nous vous proposerons une vidéo sur laquelle je vous proposerai de réagir. Mais tout d'abord, votre CSE. Alors, notre CSE a été organisé à la suite des élections qui ont eu lieu fin 2019. Il est composé aujourd'hui de 3 élus titulaires et 2 élus suppléants. Il est organisé dans le cadre, encore une fois, dans le cadre légal, c'est-à-dire avec 6 réunions dans l'année de CSE, plus 4 à vocation du CSSCT. Encore une fois, on est dans une PME, donc on a un dialogue social qui s'établit aussi à l'occasion de ces réunions formalisées, naturellement, mais aussi dans le cadre de contacts qui sont des contacts plus quotidiens et pour lesquels on formalise ça parfois par des réunions extraordinaires ou bien simplement dans le cadre de problématiques d'ateliers en se réunissant de façon spontanée pour pouvoir recueillir un petit peu l'avis de tous. Donc aujourd'hui, voilà, à titre d'employeur, moi j'ai connu aussi l'ancienne structuration avec un CSE, avec un CE et un CHSCT. L'avantage pour moi dans une entreprise comme celle-ci, c'est aussi de pouvoir avoir des interlocuteurs qui sont communs et qui vont à la fois avec lesquels on va pouvoir partager des éléments qui sont des éléments économiques. Donc on présente le budget avec des éléments qui sont des éléments d'investissement, donc de les intégrer en amont de la vie de l'entreprise, et puis ensuite de rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Une fois que l'investissement il commence à se préparer, à s'étudier de façon un peu plus concrète, de pouvoir partager sur des éléments où on va pouvoir intégrer beaucoup plus leur avis sur les implantations, sur le choix des équipements et sur la façon dont l'investissement va être réalisé. Donc, pour moi, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée de cette structure et de cette organisation unique. Je vais vous proposer une deuxième courte vidéo. Donc, on va écouter Alexandre Bourgon, qui est directeur dans l'entreprise RD, fabricant de remorques à Solon-la-Chapelle, et qui évoque la façon dont les élus sont associés aux réflexions sur la modernisation de l'outil de production. Je pense que c'est un petit peu aussi ce dont vous nous parlerez par la suite. On regarde la deuxième vidéo. Donc en amont, il y a une réflexion de la production et de la direction sur les investissements ou les changements qui seraient nécessaires au sein de l'entreprise. Et il est important, avant de décider définitivement, de partager cette réflexion avec les membres du CSE et aussi les gens de terrain, les chefs d'équipe et les opérateurs, pour recueillir leur avis, leur opinion sur la pertinence de nos idées, la pertinence du projet, sachant que ça nous évitera de commettre des erreurs et de mettre en route une machine qui ne répondra pas aux besoins, ou de réaliser un investissement qui ne sera pas pertinent. Par rapport à l'entreprise RD, je crois que vous avez un petit peu la même habitude lorsqu'il y a nécessité de réfléchir sur l'outil de production et sur son évolution, en particulier en fonction des commandes, de consulter régulièrement le CSE. Comment est-ce que ça se passe et dans quelles conditions au niveau de Solas ? Alors, nous, on est effectivement assez proche des préoccupations de l'entreprise RD. On a un métier, des produits qui ne sont pas standardisés. On va avoir la nécessité souvent d'adapter notre outil aux besoins de la commande et de nos clients. Par le fait, on ne va pas trouver non plus de solutions qui sont standardisées, qu'on va acheter dans le commerce, et donc il va nous falloir quasi systématiquement adapter des outils, des moyens, des idées pour pouvoir mettre en place et trouver une application, enfin trouver une solution technique à une problématique posée sur un produit donné. Donc ce que l'on va faire, on va organiser des réunions avec une réunion ou un groupe de travail directement sur site ou faire des tests de façon à pouvoir aussi apprendre et comprendre quelles vont être les problématiques qui vont être posées par cette nouvelle fabrication, et puis en tirer les fruits, débriefer quand on a fait des échantillons ou des échantillons initiaux, de façon à ce que on puisse faire évoluer l'outil et que globalement ça vienne agrémenter ou augmenter nos capacités en termes de moyens et de techniques dans quelque chose qui est vraiment une solution pérenne. Et quelle est la place du dialogue social justement dans tous ces échanges ? Les élus participent systématiquement, enfin l'un ou moins d'entre eux participent systématiquement au groupe de travail ?
Globalement, encore une fois, les élus sont un vecteur qui est un vecteur privilégié du dialogue social. Maintenant, ils sont pas exclusifs, c'est-à-dire on va également y intégrer les managers, on va y intégrer également les équipes quand c'est sur quelque chose qui est beaucoup plus précis. Mais ils sont quasi systématiquement conviés à ce genre de réflexion. Bon, encore une fois, lorsqu'il s'agit d'une petite étude, on va avoir tendance à le travailler avec la personne ou les personnes qui vont être directement impliquées dans cette réalisation. Mais lorsqu'il s'agit d'un projet qui est un projet de plus grande ampleur, là on va systématiquement les formaliser au travers d'une réunion de CSSCT dans laquelle on va présenter les objectifs et puis à l'image de ce qui se passe chez RD, prendre en compte les avis, sachant qu'encore une fois, là on est vraiment dans une logique qui est une logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire ce qui est bon pour l'entreprise et ce qui est bon pour les salariés voilà, se rejoignent et donc on a tout intérêt à travailler main dans la main dans un dialogue qui est constructif. Donc, si je vous entends bien, puisque ça fait 2 fois que vous prononcez le mot CSSCT alors que vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, en fait, vous avez une espèce de CSSCT informel qui fonctionne sur les projets les plus importants auxquels vous avez à faire face. Oui, alors effectivement, il y a un cadre qui est un cadre légal de réunion, d'accord. Et ensuite, je dirais que on peut appeler ça voilà, des réunions de CSSCT ou on peut appeler ça simplement du dialogue social ou de l'écoute. Mais globalement, on essaie de faire fonctionner les échanges entre les salariés, les membres élus, l'encadrement et puis l'entreprise en elle-même, de façon à ce que, encore une fois, chacun puisse s'y retrouver et que ce soit quelque chose de vertueux pour l'entreprise. Donc il y a un cadre formel. Et puis, il y a un fonctionnement voilà, que je pourrais plus intituler dialogue social, voilà, qui se fait, pas hors cadre, mais qui se fait dans un cadre qui est un cadre beaucoup plus de proximité. Et précisément, quelles actions en prévention les membres de votre CSE peuvent-ils mener, en particulier éventuellement des analyses d'accidents ou d'autres aspects qui pourraient impacter la santé et la sécurité au travail ? Alors, moi, j'ai un vécu personnel qui est issu d'un grand groupe et dans lequel on faisait des analyses d'accidents et d'arbres des causes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait vertueux à titre de responsabilité d'employeur pour pouvoir identifier quelles sont les réelles causes et pas simplement la cause rapide qu'on va pouvoir y trouver. Donc, ceci, moi, je l'ai importé dans l'entreprise. Sachant que la culture dans le domaine n'était pas forcément aussi aboutie que dans un grand groupe. Et donc, je vais être plutôt vecteur avec les membres du CSE de ce genre de démarche. Encore une fois, l'écoute, elle est d'un salarié, à l'occasion d'un accident, elle est aussi beaucoup plus facile lorsque c'est quelque chose qui est multiple, c'est-à-dire qu'il y a l'orientation ou l'angle qui est apporté par l'employeur, et puis l'angle qui est apporté par l'élu du CSE. Et quand ces éléments-là se rejoignent, forcément, on arrive à des solutions qui sont beaucoup plus pertinentes. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que je souhaite travailler avec le CSE. Et on a vraiment une écoute qui est une très très bonne écoute. Très bien. Nous allons regarder maintenant un troisième reportage. On va écouter Boris Delannoy, qui est secrétaire du CSE de Sanipro à Brégy dans l'Oise, où sont assemblés les sanibroyeurs SFA. On écoute. Nous sommes 10 membres du CSE et dans ces 10 membres, on a réparti un petit peu les rôles avec ceux qui avaient la fibre santé-sécurité au travail. Chaque membre du CSE a 21 heures de délégation par mois et on les utilise essentiellement pour préparer les réunions et faire nos tours terrain pour le domaine santé-sécurité et donner notre avis sur les sujets où nous sommes consultés. Nous sommes organisés en 2 types de CSE, le CSE-E, donc CSE d'entité, qui correspond purement à l'activité de Sanipro, mais aussi un CSE-C qui regroupe l'activité des 3 entreprises du site de Brégy, qui sont Motelec, TSE et Sanipro. On traite dans ce CSE-C les sujets qui sont transverses aux 3 entreprises, les organisations de travail, les nouvelles technologies, les nouveaux produits qui vont être développés sur le site. Si on veut regarder un petit peu les limites de notre action au niveau du CSE, ça serait d'être consulté quand les grosses décisions ont déjà été plus ou moins orientées, mais voilà, on a quand même notre mot à dire sur les différents sujets. Bien,
Peut-être un petit retour et quelques réactions par rapport à ce témoignage. Tout d'abord, Thomas Nivelet, à partir de quand un CSE central ou collectif ou commun doit-il être organisé? Alors la différence entre le CSE central et le CSE d'établissement, c'est une différence qu'on va retrouver, justement, je parlais tout à l'heure de structures complexes avec, les représentants de proximité. C'est souvent quelque chose qu'on va retrouver quand, l'accord a décidé de mettre en place plusieurs, CSE. À partir du moment où je vais avoir plusieurs CSE de mise en place dans une entreprise, pour coordonner leurs actions respectives, il va y avoir derrière nécessité de mettre en place un CSE central. Donc, quand l'accord décide de la mise en place de plusieurs CSE, soit en raison d'activités diverses, un CSE par type d'activité, ou par site, par exemple, quand on est sur un CSE qui prend des critères géographiques, on va retrouver derrière la mise en place d'un établissement, enfin d'un CSE central. Et on l'a déjà constaté tout à l'heure, donc les avis du CSE sont suivis ou non par l'employeur. Est-ce que du coup, le CSE a un véritable pouvoir, un véritable poids sur les décisions prises par l'employeur, en particulier quand il s'agit de prévention des risques? Bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'avis qui est rendu par le CSE reste un avis consultatif. Après, à partir du moment où l'employeur a connaissance des éléments qui lui sont portés, quelque part juridiquement libre à lui d'en tenir compte ou pas, mais s'il ne le fait pas, il va déjà falloir aussi motiver le refus de suivre un avis de CSE, expliquer pourquoi les préconisations qui sont émises ne sont pas suivies. Ça peut être pour des raisons diverses, de faisabilité, de temps. C'est pas nécessairement une volonté derrière de ne pas être mieux-disant en termes de santé-sécurité. C'est parfois simplement des contraintes opérationnelles. Et ensuite, si son souhait de ne pas suivre l'avis du CSE est, est réalisé, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de transformer cet avis du CSE en contre-proposition finalement, de ne pas s'arrêter sur un avis négatif, mais d'essayer derrière de poursuivre les échanges dans d'autres réunions pour essayer d'adapter, de trouver un compromis et de finalement aboutir à une solution. On parlait tout à l'heure de gagnant-gagnant, qui puisse à la fois permettre la faisabilité du projet tout en prenant en compte des questions de santé et de sécurité. Effectivement, si je peux présenter un œil un petit peu, un angle qui est un petit peu différent, qui est celui de l'employeur, je crois qu'on n'a jamais d'intérêt à ne pas écouter les élus et les représentants. Il faut en revanche que le dialogue soit sain et sincère et que celui-ci ne serve pas simplement à pousser sur la table d'autres éléments de négociation ou autres. Il faut que chacun soit responsable. Il y a aussi des éléments bassement de contingence économique qui font que parfois, soit c'est pas possible dans le tempo, soit carrément ce sont des enjeux qui dépassent les capacités de l'entreprise. Donc ceci étant, on ne peut pas s'arrêter et l'employeur doit aussi avoir la capacité en fait, de relancer un petit peu le débat en proposant des choses et en trouvant des alternatives parce que un avis qui est négatif et sur un projet va contribuer aussi au fait que ce ne soit pas bien intégré dans l'atelier. Donc il faut absolument, dans ce genre de débat, qu'on puisse en sortir par le haut avec quelque chose qui est gagnant-gagnant et des alternatives qu'on soit capable de proposer. Oui, Étienne Falconet, peut-être. Oui, je voulais effectivement compléter. Et effectivement, je pense que le rôle important aussi des élus du CSE, c'est de donner non seulement un avis, mais surtout un avis éclairé. Ouais. C'est ce qui est typiquement inscrit dans le Code du travail. Et donc, un avis motivé pour expliquer pour quelles raisons on peut être favorable ou défavorable à un projet. Et c'est très important parce que, effectivement, ce sera pris en compte aussi. Éventuellement, s'il y a des recours. D'une part, ça donne des éléments de réponse pour la construction du projet à l'entreprise, donc ça contribue quand même positivement à la mise en place d'un projet, mais également ça peut être opposable en termes juridiques. Ouais, je voudrais aussi rebondir simplement pour
sur 2 éléments. Vous parlez d'avis éclairé, le code du travail fait courir les délais, par exemple, de consultation sur un projet à partir du moment où l'employeur a transmis, et c'est les termes du code, des informations précises et écrites. Donc effectivement, il faut aussi derrière on parlait de loyauté finalement dans les échanges, que la loyauté se retrouve finalement des 2 côtés, avec un employeur ou une direction qui donne tous les éléments nécessaires pour éclairer cet avis. Et puis aussi derrière, et c'est là on rebondit aussi sur le rôle important de la formation, d'avoir des élus qui soient formés pas simplement à répondre oui ou non à un sujet de consultation, mais à pouvoir rendre cet avis avec toutes les nuances qui vont avec et les capacités à rebondir. Et pour ça, il faut être formé sur ses droits, sur ses obligations et aussi sur un certain nombre de sujets spécifiques. Voilà. Bien, je vous remercie pour ces témoignages et toutes ces réponses. Bien, venons-en maintenant aux questions qui nous ont été posées par les personnes inscrites concernant donc cette émission. Une question sur les entreprises de moins de 50 salariés. Ont-elles l'obligation d'inviter les agents des CARSAT aux réunions de CSE, Colette Périssé? Alors non, elles n'ont pas cette obligation. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, donc elles ont l'obligation de se réunir à minima une fois par mois pour les entreprises de plus de 10 salariés, hein, jusqu'à moins de 50. Mais par contre, elles n'ont pas l'obligation de traiter de sujets d'hygiène et de sécurité. Donc, à ce titre-là, nous n'avons pas besoin d'être invités à ces réunions-là. Thomas Nivelet, un complément peut-être d'information? Oui, alors juridiquement, il n'y a pas d'obligation d'inviter les CARSAT à ce type de réunion pour une raison simple, c'est que les réunions dans ces entreprises-là, donc de taille plus réduite, n'ont pas d'obligation d'établir au sens strict d'ordre du jour ou, comme on peut l'avoir dans des sociétés de taille plus importante, de programmes annuels des réunions qui sont confirmés 15 jours avant, avec envoi de l'ordre du jour 3 jours au plus tard avant la tenue de la réunion. Donc il n'y a pas d'obligation stricto sensu d'inviter les CARSAT. Maintenant, ce qu'on peut dire quand même, c'est que d'un point de vue de la prévention, ces entreprises, elles ont tout intérêt à le faire, déjà parce que ça pourra aussi apporter dans leurs travaux un angle extérieur et une vision peut-être plus institutionnelle et détachée des sujets qui sont discutés. Et puis ensuite, parce que souvent dans ces entreprises de taille plus modeste, on n'a pas de service HSE, on n'a pas de personnel forcément dédié, et que du coup, ça peut être un appui aussi bien aux élus, mais aussi à l'employeur en tant que président du CSE dans les discussions et dans l'angle à aborder sur les questions de santé et de sécurité. Concernant les modalités de réunion, les CSE et les CSSCT doivent-ils obligatoirement avoir lieu en présentiel et peuvent-ils être enregistrés, Thomas Nivelet? Alors, sur la question de la tenue à distance des réunions, le Code du travail prévoit bien la possibilité de tenir des réunions en visioconférence. Pour ça, il y a simplement quelques points de vigilance à respecter. D'abord, il faut que les modalités de réalisation de ces visios soient prévues autant que faire se peut par l'accord et qui viennent déterminer les éléments techniques. Et à ce sujet, le Code du travail prévoit quelques points de vigilance qui sont notamment la possibilité de garantir le vote à bulletin secret et puis l'identification des participants. À noter que dans la limite de 3 fois par année civile, on peut recourir à des réunions en visio sans qu'il y ait d'accord préalable sur ces questions. Après, sur la question de l'enregistrement, il y a effectivement des dispositions du Code du travail qui permettent soit l'enregistrement, à comprendre comme étant un enregistrement vidéo, soit de faire des réunions qui seront sténographiées. Et dans ce cadre-là, il est conseillé vivement de le prévoir soit par accord, soit de déterminer les règles dans le règlement intérieur de l'instance. Une question sur l'accroissement des sujets, Colette Périssé. On demande aux élus d'être de plus en plus compétents sur de plus en plus de sujets de prévention. Est-ce qu'ils ont encore vraiment le temps d'aller à la rencontre des salariés? Alors ça, c'est une vraie difficulté. Mais je dirais la plus-value des membres de CSE, c'est justement d'aller à la rencontre des salariés parce qu'ils doivent remonter les demandes du terrain. Donc, ça fait partie de leur mission. Mais effectivement, avec toutes les missions qui leur sont demandées, ça peut devenir compliqué. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent observer le travail réel. Donc, voilà, d'aller vraiment à la rencontre des salariés. Et je crois que ce
qui est important aussi, c'est qu'ils n'oublient pas qu'ils sont les représentants des salariés au niveau de l'entreprise. Et existe-t-il une différence entre les prérogatives des membres du CSE et ceux de la CSSCT? Alors oui, pour la CSSCT, leur unique champ d'investigation, c'est les questions d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Les membres, comme je le disais, vont à la rencontre des salariés, ils vont observer les situations de travail et ils mènent des enquêtes lors des accidents du travail. Ils préparent les dossiers pour que les membres du CSE puissent rendre un avis éclairé. Et donc, ce qui a été déjà dit précédemment, c'est que la CSSCT est une commission du CSE, et donc seul le CSE a le pouvoir de rendre un avis. Donc, autre prérogative du CSE, c'est de pouvoir faire appel à un expert qui n'est pas dans les prérogatives du CSSCT. Sur l'expertise, est-ce que le recours à experts par le CSE est limité et en quoi peut-il être limité, Thomas Nivelet? Déjà, il est limité par les personnes qui peuvent recourir à l'expert. Comme il vient d'être dit, c'est une prérogative exclusive du CSE. C'est-à-dire que si la commission santé-sécurité a besoin, dans le cadre de ses travaux, de se faire accompagner par un expert, il va falloir rediscuter de ce sujet avant tout en CSE pour que ce soit le CSE qui prenne la décision de recourir à un expert. Donc déjà, sur le type d'élu, enfin la catégorie d'élus qui peut y recourir, ce sont uniquement les élus du CSE. Ensuite, le gros frein au recours à l'expertise et qui va pouvoir limiter son utilisation, c'est la question financière. Parce que depuis la réforme de 2017, une partie des expertises va être prise, selon les cas qui sont prévus par le Code, en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% pour les sujets qui sont financés en partie par lui. Et donc forcément, surtout quand on est dans des entreprises avec un effectif assez limité, le budget étant facteur de la masse salariale, le budget du CSE va être moindre dans les petites structures. Et donc avant de recourir à un expert, on va certainement, comme tout bon père de famille dans la gestion de sa bourse, réfléchir à 2 fois sur la nécessité ou pas de recourir à un expert. Donc à mon sens, c'est vraiment l'aspect financier qui est susceptible de limiter ce recours. Quel est le rôle du CSE dans l'accompagnement de l'employeur pour la mise en œuvre d'une démarche de prévention, comme par exemple lors de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques ou du plan d'action de prévention, le PAPRI Pacte Colette Périssé? Alors, en fait, le CSE a un rôle d'accompagnement de l'employeur, mais il ne se substitue en aucun cas à lui. On l'a déjà dit, il fait remonter les pratiques de terrain et ce qui peut lui permettre de faire des propositions de mesures de prévention. Et puis, ce qui est important, c'est que son rôle n'est pas la mise en œuvre de ces mesures de prévention. Ça reste le rôle de l'employeur. Le CSE, en fait, n'a pas vocation à se substituer non plus à l'employeur. Par contre, ce qui est important, c'est que l'employeur, dans tous les cas, reste responsable des mesures qui sont mises en place. Oui, l'article L4121-1. Oui. Après, il y a, en complément, il y a quand même certains éléments sur le rôle du CSE en matière de mise en œuvre de la démarche de prévention et notamment d'évaluation des risques. Depuis la loi du 2 août 2021, qui a trouvé à s'appliquer sur un certain nombre de sujets depuis le 31 mars 2022, il y a eu des modifications dans le Code du travail et notamment, il est maintenant clairement précisé que le CSE contribue à la démarche d'évaluation des risques. Et donc, c'est, s'il y en avait besoin, un rappel clair de la nécessité quand même de dialoguer avec les représentants du personnel sur le sujet de l'évaluation des risques, de les inclure. Et puis, surtout, depuis cette même date, il y a une obligation franche et affirmée de consulter le CSE sur l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels, mais aussi sur chacune de ces mises à jour. Donc, quoi qu'il arrive, juridiquement en tout cas, la contribution du CSE en la matière est assurée. Je pourrais compléter éventuellement même
qu'effectivement, lors des visites régulières qui sont obligatoires par les élus du CSE ou les élus de la CSSCT, contribuent largement à la mise à jour, en tout cas, du document unique. Et également lors des consultations, comme on l'a évoqué tout à l'heure, où les visites pour un sujet particulier permet aussi de mettre en avant des risques qui pourront être mis au document unique et éventuellement au plan de prévention des risques de l'entreprise. Quel est le rôle du CSE en matière de prévention du harcèlement sexuel, Thomas Nivelet? Alors la prévention du harcèlement sexuel, comme tout risque dans l'entreprise, rentre dans le cadre des attributions du CSE. Il y a plusieurs éléments particuliers qu'on peut mettre en avant rapidement sur ce sujet. C'est dans les entreprises d'au moins de 50 salariés, il y a des dispositions réglementaires qui prévoient que le CSE peut susciter toute action utile en prévention, et le code complète en disant notamment en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Donc on voit bien qu'il y a une volonté générale de confier des attributions au CSE en la matière. Et puis, deuxième élément, l'obligation pour tout CSE, quel que soit l'effectif de l'entreprise, de désigner en son sein un référent harcèlement sexuel qui pourra, dans les grandes entreprises, celles qui dépassent 250 salariés, agir en binôme avec le référent harcèlement sexuel désigné par l'employeur. Comment mieux impliquer les membres du CSE dans la démarche en santé et sécurité? Là, je me tourne vers Frédéric Perrin, si vous avez quelques éléments de réponse là-dessus. Comment mieux impliquer les élus? Alors, je crois que les élus, ils sont comme les salariés ou comme chacun d'entre nous. À un moment donné, pour mieux les impliquer, il faut aussi les écouter. Donc, on parlait tout à l'heure de dialogue social, il s'agit d'avoir de l'écoute. Ensuite, il y a des préoccupations qui sont, je crois qu'on est tous confrontés à ça. Aujourd'hui, les élus sont des gens qui se mettent en avant et qui apportent aussi un élément qui est un élément collectif dans la vie de l'entreprise. Donc il faut aussi valoriser les éléments qui sont pris en compte, les accompagner dans la formation, dans leur montée en compétences sur ces aspects qui sont des aspects de santé et sécurité. Et puis, encore une fois, les faire participer pleinement aux décisions qui engagent l'entreprise et les conditions de travail. Colette Périssé, est-ce que vous souhaitez compléter la réponse de Frédéric Perrin là-dessus? Alors, je compléterai en disant qu'effectivement, c'est important de renforcer les compétences des membres de CSE et de manière à pouvoir les faire intervenir le plus en amont possible des projets, pour qu'ils puissent rendre des avis pertinents et pour que les projets puissent être pris le plus tôt possible. Alors, une question sur la formation. Existe-t-il des compléments à la formation obligatoire des membres du CSE en santé et sécurité au travail, Colette Périssé? Alors oui, la formation obligatoire, je dirais, c'est le minimum. Ensuite, vous pouvez retrouver toutes sortes de formations, et notamment au niveau des CARSAT ou de l'INRS, il y a des formations complémentaires. Il y a des formations sur les compétences de base en prévention qui apprennent à regarder justement le travail de terrain, à déterminer, qui donnent des outils pour l'évaluation des risques, pour l'analyse des accidents du travail. Il y a des formations sur l'arbre des causes, sur le risque chimique pour des entreprises qui utilisent pas mal de produits chimiques. Un domaine qui a besoin de compétences complémentaires, il y a par rapport au RPS. Et là, que ce soit dans les CARSAT ou au niveau de l'INRS, il y a pas mal de formations complémentaires. Et puis, il y a tous les dossiers qui sont sur le site de l'INRS qui sont très bien documentés. Et l'INRS vous en remercie. Oui, on peut peut-être préciser, au-delà de la plaisanterie, que la plupart des CARSAT sont dotés de sites sur lesquels on peut retrouver aussi les dispositifs de formation. Et en ce qui concerne l'INRS, effectivement, on peut aller sur inrs.fr à la rubrique formation pour plus d'informations. Et en complément, je dirais aussi que les CARSAT ont des dossiers thématiques en termes de documentation et qui ne sont pas les mêmes sur les différents sites des CARSAT. Donc c'est intéressant d'aller piocher à droite et à gauche. Oui, certaines CARSAT ont des spécificités un peu régionales, que ce soit au niveau de la production ou bien de risques qui sont plus présents dans la région. Et c'est souvent complémentaire entre CARSAT.
Concernant le CSE sur lequel nous revenons, peut-on faire évoluer l'instance et quelles questions peut-on se poser en fin de mandature, Thomas Nivelet? Alors, c'est vrai qu'on est en 2023. Les ordonnances datent de 2017 avec une mise en application prévue grosso modo entre début 2018 et fin 2019. Donc pour un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place des mandats de 3 ou 4 ans, on arrive finalement sur une grosse vague de renouvellement de mandats. Et ces renouvellements, c'est l'occasion de se poser des questions et d'avoir cette démarche comme en matière d'évaluation des risques, une démarche d'amélioration continue. Et donc je dirais que dans un premier temps, ce qui serait intéressant de suggérer, c'est de prévoir un point à l'ordre du jour d'une réunion du CSE pour discuter et faire ensemble, élus et employeurs, un point sur ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien et qui peut être amélioré. Et puis ensuite, c'est de ne pas hésiter à renégocier, en tout cas, des points, peut-être pas la totalité des accords, mais en tout cas, les points qui seront les plus bloquants ou qui ont été identifiés comme étant source de difficultés au quotidien. Après, chaque entreprise ayant son accord, c'est finalement à chaque entreprise et à chaque CSE de se poser les bonnes questions et d'identifier les priorités. Est-ce qu'il est préférable de se reposer des questions? Finalement, on se rend compte qu'on pourrait peut-être augmenter le nombre de CSE parce qu'il ne correspond pas à la réalité de la structuration de l'entreprise ou que celle-ci a peu évolué avec le temps. Ou alors est-ce que les priorités, c'est de redéfinir une meilleure articulation entre le CSE et la commission santé-sécurité? Est-ce que c'est de rediscuter peut-être de plans de formation des élus? Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent faire l'objet de discussions et effectivement, le renouvellement des mandats est une bonne opportunité pour remettre ces sujets sur la table et faire évoluer ce qui doit l'être. Colette Périssé, peut-être un petit complément de réponse? Alors en complément, ce que je dirais, c'est de se poser la question si on avait une organisation qui était opérationnelle et est-ce qu'on a bien pu faire remonter les demandes de terrain? Est-ce qu'on a réussi à faire les visites régulièrement? Est-ce qu'on a bien pu faire les analyses des accidents du travail? Voilà, se poser toutes les questions sur le fonctionnement, je dirais, quotidien du CSE ou de la CSSCT. Et c'est aussi l'occasion, au niveau d'un CSE, il y a un règlement intérieur, donc peut-être de modifier certains points du règlement intérieur. Étienne Falconet, je crois que vous souhaitiez intervenir également. Oui, effectivement, c'est vrai que dans l'entreprise, par exemple, dans notre entreprise, Renault Trucks, nous avons eu plusieurs avenants à l'accord de dialogue social et dans lesquels ont été revus justement le nombre, en particulier, d'heures de délégation, plus l'ajout, une 6e CSSCT. Au départ, nous n'en avions que 5. Il a été constaté qu'on a redécoupé un petit peu les activités pour pouvoir répondre aux besoins de santé-sécurité, revu un petit peu à la hausse certaines heures de délégation. Et effectivement, c'est l'occasion de revoir en fin de mandature, surtout que là, on a fait le premier essai, la première mandature en CSE, et je pense qu'à la fois au niveau en termes d'élus et d'établissement, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner, et comme en passage en CSE, on a de toute façon perdu en heures de délégation, c'est bien de pouvoir essayer de retrouver un confort, en tout cas pour éviter aussi peut-être un peu la saturation ou la surcharge des élus qui est bien réelle quand même. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces témoignages qui, je crois, étaient très complémentaires sur l'instance CSE et son utilité en matière de prévention des risques professionnels. Ce rendez-vous Travail et Sécurité fait suite à la parution du dossier dans la revue d'avril. Et un certain nombre de ressources documentaires, notamment sur le site de l'INRS, mais également des CARSAT, comme on le disait tout à l'heure, existent. En particulier sur le site de l'INRS, un nouvel espace dédié au CSE, avec une adresse courte www.inrs.fr/CSE est maintenant ouvert. Et un grand nombre de ressources documentaires complémentaires, que ce soit sur le CSE lui-même, la CSSCT, la brochure ED 6340 de l'INRS, peuvent être retrouvées sur le site de l'INRS, www.inrs.fr. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Travail et Sécurité.